Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le 15 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Anne Marchand. Bienvenue dans Z sur 7, votre Z podcast quotidien. Aujourd'hui, les problèmes financiers des Belges diminuent. On est très loin aujourd'hui des prix qu'on a connus au plus fort de la crise énergétique. 650, c'est le nombre d'heures du nouveau plafond pour les jobs étudiants. Mais est-ce une bonne chose ? Et il y a aussi de l'emploi pour les étudiants. Et pour finir, nous analyserons les marchés financiers avec Nicolas Deltour de chez Belfius. Les annonces de Trump rendent les marchés volatiles, mais qui est réellement affecté ? Z sur 7 à la une. Pour la deuxième année consécutive, les ménages belges signalent une diminution de leurs problèmes financiers. C'est l'une des conclusions d'un sondage mené par Testachat auprès de 3000 Belges. La baisse des prix de l'énergie en serait la principale raison. Explication avec la porte-parole de Testachat, Julie Frère. On est très loin aujourd'hui des prix qu'on a connus au plus fort de la crise énergétique, des prix qui ont eu un impact, notamment aussi sur les prix en supermarché, avec une inflation alimentaire qui a vraiment grimpé très fort. Ici, on est dans une baisse de cette inflation, et donc ces facteurs-là sont assez déterminants. Malgré tout, l'alimentation et l'énergie restent des postes de dépenses majeurs. Faire ses courses demeure un point sensible pour de nombreux ménages, et Testachat demande donc au gouvernement de Wever de s'assurer que les hausses des prix en supermarché sont bien justifiées. Julie Frère, porte-parole. Si on prend les factures d'énergie, une dépense vraiment essentielle, ça diminue. C'était 40% des ménages qui étaient en difficulté en 2022, 36% en 2023. On est à 33% en 2024, ça reste un chiffre important. Idem pour l'alimentation. Il y a quand même encore aujourd'hui 31% des ménages qui déclarent que c'est difficile d'acheter de la viande, du poisson ou des alternatives végétales. Les répondants à l'enquête affirment que plusieurs postes de dépenses ont vu leur prix grimper. Entre autres, les activités extrascolaires, les lunettes et appareils auditifs et les frais liés au logement. Pour finir, Julie Frère. Ce qui est interpellant pour l'année 2024, c'est l'augmentation des difficultés dans la dépense liée à l'entretien de son logement. On est passé de 37 à 43% en termes de difficultés. Idem pour le crédit hypothécaire, on était à 11%. On est passé à 16% de ménages qui ont des difficultés à rembourser leur crédit. Et alors, chaque année, on constate pour les vacances et les loisirs que c'est un poste qui est très difficile à assumer pour au moins la moitié de la population. 53% des familles disent avoir des difficultés à payer leur principal voyage de vacances. Et les sorties au restaurant sont de moins en moins abordables pour 46% des Belges sondés. Z sur 7 à la une. Dès cet été, le régime des jobs étudiants sera élargi. Le plafond étudiant passe de 475 à 650 heures. Une mesure critiquée par certains syndicats qui y voient une concurrence déloyale aux employés. Christophe de Wambercy, secrétaire général de Wallonie-Bruxelles SNI. C'est simplement laisser la liberté à la fois aux jeunes, et ça répond à une demande qui sont d'ailleurs très heureux d'avoir cette augmentation de plafond, et parallèlement également auprès des employeurs, et particulièrement des petits employeurs que nous représentons, les indépendants. Plus de 68% d'entre eux demandent véritablement et occupent des jobistes étudiants, et 60%, donc 6 indépendants et 6 petites entreprises sur 10 demandaient une augmentation du plafond. Mais en augmentant ce plafond, ne va-t-on pas pousser les employeurs à se tourner vers une main-d'œuvre étudiante, moins chère et plus flexible ? C'est la question que l'on se pose. Réponse avec Christophe Wambercy. Non, parce qu'en fait, il s'agit ici de faire face avec une certaine flexibilité à des moments particuliers. Par exemple, durant les grandes vacances, vous aurez vite compris qu'un restaurant à la côte ou dans les Ardennes a besoin de plus de personnel assez généraliste que durant le mois de janvier. Mais également, lorsque un certain nombre de travailleurs prennent leur congé, il faut pouvoir le compenser pour maintenir l'activité. Les étudiants n'ont en outre ni diplôme, ni connaissances spécifiques dans le domaine, et les possibilités de poste sont également limitées, telles que pour le travail de nuit ou dans un environnement trop froid ou trop chaud.
Selon la SNI, il y a donc assez de place pour les employés et les jeunes. Une dernière fois, Christophe Wambercy, secrétaire général de Wallonie-Bruxelles SNI. C'est pas parce qu'on supprimerait demain les jobs étudiants qu'on aurait une augmentation du nombre d'emplois ou d'équivalents temps plein dans le domaine. Et je veux également rappeler à ceux qui ont peur, c'est qu'il reste aujourd'hui sur le marché plus de 172 000 offres d'emploi non rencontrées. Donc il y a de l'emploi pour les travailleurs et il y a aussi de l'emploi pour les étudiants. Selon le ministre de l'Emploi, David Clarinval, cette augmentation du plafond ne représente pas un problème, le travail étudiant se faisant sur une base purement volontaire. Cette mesure devrait permettre à davantage de jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle tout en répondant aux besoins des entreprises. Z sur 7 à la une. Le Belge a toujours une brique dans le ventre. Selon les chiffres de BNP Paribas, plus d'un Belge sur 10 est multipropriétaire. Si la Belgique reste le choix numéro 1, l'Espagne vient de supplanter la France pour l'achat d'une seconde résidence à l'étranger. David Zapico, CEO de Zapinvest. Par rapport à la France, où j'ai eu l'occasion de travailler des années avant de créer Zapinvest, je pense que la différence de prix reste encore la motivation principale. Et puis la qualité de vie avec un climat qui est encore plus favorable ici dans le sud et puis le coût de la vie qui est beaucoup moindre. Donc je crois que ce sont vraiment les trois éléments qui font que c'est pas étonnant au final que l'Espagne supplante la France. Je pensais que c'était déjà le cas, donc voilà. 40% des Belges qui achètent une seconde résidence en Espagne proposent leurs biens à la location au moins une partie de l'année, malgré des règles beaucoup plus contraignantes pour lutter contre la crise du logement. David Zapico nous explique. Il y a pas mal de nouvelles règles qui sont sorties, qui sont en train de sortir même. Alors, on ne sait pas trop où on va parce que ce qui est assez curieux, c'est que les soucis, on va dire, que l'Espagne peut connaître en matière de logement pour les locaux, pour les Espagnols, sont extrêmement différents d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, et pourtant les règles sont relativement généralisées. Mi-janvier, le gouvernement espagnol a annoncé son intention de taxer à 100% les acquisitions immobilières réalisées par des étrangers non européens. Une mesure qui pourrait profiter aux acquéreurs belges grâce à une concurrence moins rude et une stabilisation des prix. David Zapico, CEO de Zapinvest. Je pense qu'on rentre dans un cycle de stagnation un peu des prix. Parce qu'en effet, ça a pris pas mal de valeur ces 2-3 dernières années. Maintenant, ce qui est la bonne nouvelle au final, c'est qu'on garde un niveau de prix qui est relativement moyen bas si on à l'échelle européenne. Malgré cet avantage européen indéniable, 93% des multipropriétaires belges préfèrent investir dans notre plat pays. L'investissement belgo-belge offre en effet un triple avantage, profiter plus régulièrement du bien, une plus grande simplicité dans la gestion locative et une plus grande facilité à obtenir un crédit hypothécaire auprès de son banquier. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous sommes déjà dans les 4 dernières minutes de cet épisode et aujourd'hui, c'est avec Nicolas Deltour de chez Belfus que nous allons analyser les marchés. Trump a fait énormément d'annonces vis-à-vis de ces fameux tarifs douaniers, mais au final, il n'y a pas que les pays étrangers qui en sont victimes. Alors, le principe premier, il repose sur le fait que la balance commerciale américaine est nettement déficitaire depuis un moment. Donc, l'idée, c'est quand même de faire payer les partenaires commerciaux des États-Unis, en particulier la Chine et l'Europe. Mais certaines sociétés américaines pourraient payer le prix fort également. Et à contrario, certains acteurs non américains pourraient être moins touchés qu'il n'y paraît à première vue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des installations de production sur le territoire américain. Donc côté américain, l'industrie souffre déjà. Si vous taxez l'acier, forcément, les produits ou les produits canadiens ou mexicains, donc des produits semi-finis, forcément les Ford, les General Motors et consorts vont le sentir passer dans le coût total de production. À tel point que l'ISM manufacturier, donc c'est un indice de confiance, un des grands directeurs d'achat de l'industrie américaine, cet indice a baissé plus fort que prévu au mois de février. Et c'est au point aussi de perturber les chaînes d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut faire ses emplettes avant que la taxe ne soit mise en place. Et donc ça crée des perturbations dans l'approvisionnement. Et puis, et ça c'est le point quand même le plus important, sans doute pour l'administration Trump, ça a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages américains. Entre les coûts de production qui augmentent, et donc les prix chez les constructeurs locaux, et puis ces tarifs douaniers sur les véhicules
étranger, je dirais, eh bien, ça ajoute à la facture pour s'équiper d'un véhicule pour un ménage américain, ça ajoute plusieurs milliers de dollars. Donc on aurait pu croire que les constructeurs européens, allemands en particulier, auraient déjà souffert ces dernières semaines et allaient chuter en bourse. Et pourtant, ce qu'on observe pour le moment, c'est que ce sont plutôt les constructeurs américains qui ont un peu plus de mal et les constructeurs européens qui ont tendance à se maintenir. Donc si Donald Trump voit ça, je sais bien qu'il dit toujours qu'il ne regarde pas les marchés, mais on sait tous qu'il les regarde quand même, mais ça doit le contrarier un peu. Les conséquences sont visibles pour les États-Unis, mais l'Europe et la Belgique peuvent aussi être touchées. Alors, c'était le but effectivement de Donald Trump, et c'est là que on sent tous les effets de l'héritage de la globalisation, puisque toute une série d'acteurs européens justement produisent et appliquent le fameux Think Global, Act Local. Donc, on met les centres de production à proximité des centres de distribution, et c'est plutôt malin sur le plan logistique. Exemple, Volvo, qui fabrique pratiquement tous ses véhicules distribués en Amérique sur le sol américain, ou même plus proche de nous, AB InBev, qui a tendance à produire ses boissons sur le sol américain aussi, en tout cas pour le marché américain, ou même encore, plus anecdotique, le fameux Speculoos, qui s'appelle autrement aujourd'hui, et qui est fabriqué là-bas pour les Américains. À l'inverse, une société comme Apple, qui fabrique ses iPhones, les fabrique en fait essentiellement, en tout cas pour une grande partie de ses composantes en Chine, et là on verra sans doute le coût de l'iPhone augmenter d'une dizaine de pourcents. Si je vais dans la grande distribution, Walmart, leader américain de la grande distribution, importe essentiellement les produits qu'il distribue, alors que Ahold Delhaize, qui a Food Lion aux États-Unis, distribue plutôt des produits locaux américains, ce qui veut dire que l'américain est cette fois plus impacté que le belge. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne ? Demain, nous aurons un épisode spécial avec l'invité du Trendstalk. Olivier Mouton reçoit Caroline Klepper, secrétaire générale de l'Union des classes moyennes, pour parler de la situation des petites et moyennes entreprises dans le contexte économique et politique actuel. Restez à l'écoute. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.